Étienne Aka, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'être sur le plateau. On va aborder, Étienne Aka, un sujet qui n'est pas simple. C'est le devenir de ces personnes qui vivent dans des conditions insoutenable dans ces villages clandestins. On l'a vu hier, hein, on voit derrière vous le village qui a été décasé. Patrick Millan, hier, est entré dans l'une de ces maisons qui venait juste d'être quittée par ses occupants et on a vu les conditions... c'est même pas descriptible, dans lesquelles des femmes, des enfants, des bébés, des personnes âgées, on parlait de handicap tout à l'heure en aparté, sont en train de vivre. Donc effectivement, on décase parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions-là, mais de l'autre côté, on détruit aussi le foyer de familles qui sont démunies et qui ensuite ne savent pas où aller, parce que quand bien même ce sont des conditions indignes, c'est chez eux. Et hier, sur le terrain de Nyambani, il y avait beaucoup de ces familles qui étaient en difficulté. Est-ce que ce décasage, Étienne Aka, à Nyambani, cette opération était différente de celle que vous avez l'habitude de conduire? Alors, merci de m'avoir invité. Alors, par rapport à cette opération de Nyambani, il y avait une petite différence par rapport au déroulement, puisque, comme chaque opération, l'ACFAV, par un service d'enquêterie sociale, une fois que le périmètre de la parcelle est défini pour le décasage, l'équipe d'enquête sociale se rend sur le terrain et réalise des enquêtes sociales auprès de chaque famille des Bangas. Donc sur Nyambani, ils ont été plusieurs fois et il y a eu une fin de non-recevoir des familles, de recevoir des propositions d'hébergement par des pressions qu'elles ont eues par des personnes qui ont un intérêt à continuer l'occupation illégale de ces Bangas. Des têtes de réseau de délinquants. Peut-être. Ça a été évoqué hier, d'ailleurs. Et je suis d'accord avec vous, et aussi des marchands de sommeil aussi, qui profitent de ces Bangas à location entre 200 et 300 euros. Vous voulez dire que les maisons dans les conditions de vie indignes qu'on a vues hier, je le rappelle, sont louées 200 à 300 euros par mois à des gens dans la misère? Je n'ai pas le détail de Nyambani, mais on retrouve le cas dans toutes les opérations. Il y a des gens qui ont intérêt à garder ces Bangas, que ce soit des marchands de sommeil ou autres. Il faut rappeler à l'origine que la destruction de Bangas est sollicitée par les communes qui demandent à l'État de faire table rase. Voilà. Alors, ces opérations de destruction de Bangas, en fait, il y a des raisons. Des fois, il y a des risques d'éboulement. Il y a il y a des dangers sur la vie. Il y a des risques naturels en plus des conditions de vie. C'est ça. On se rappelle de Kungu, il y a 5 personnes qui ont été décédées. Bien sûr, à la Jamaïque. Voilà. Ça peut être le cas sur Doujani. Il y a des projets derrière. Sur le cas de Nyambani, les enquêteurs sociaux, les enquêtrices sociales ont un boulot hyper difficile, c'est-à-dire qu'ils voient chaque famille, ils dressent une enquête sociale en fonction de leur situation sociale, des revenus, de la composition familiale, etc. Et on leur fait des propositions de logement. D'hébergement. D'hébergement, de logement, c'est des logements d'urgence. C'est des logements qui durent jusqu'à 21 jours. Alors il faut rappeler aussi qu'en métropole, ce genre d'opération d'urgence dure une nuit. C'est-à-dire qu'on héberge les gens pour une nuit. Là, c'est 21 jours. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas l'idéal, mais on leur propose des logements gratuits. Mais alors, Monsieur Aka, on a vu hier dans le reportage une mère de famille avec 9 enfants. On le sait, dans d'autres opérations, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. Ces mêmes familles, on les retrouve des femmes d'origine comorienne qui sont arrivées avec ou sans mari d'ailleurs. Et aujourd'hui, leur mari est polygame, il est remarié 1 ou 2 fois ailleurs et elles se retrouvent sans parler français le plus souvent. Elles se retrouvent avec leurs enfants, sans ressources, sans moyens de travailler parce que inemployables en réalité.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes? Alors, ces personnes, on a vu la famille en question, puisqu'on avait organisé toute la journée d'hier, il y avait 8 travailleurs sociaux et enquêtrices sociales en collaboration avec les salariés de Mlésie, de Coalia et du CCAS de Bandrélé. On était réunis sur la permanence de Niambadao. On l'a incité à venir nous voir, pour trouver un hébergement pour cette famille. Après, on va étudier, et c'est le cas de cette famille, voir la situation sociale. Est-ce qu'elles ont un titre de séjour, etc., qui a été délivré pour 1 an, 10 Normalement, ans, etc. Toutes les personnes étrangères en situation irrégulière, elles ont déjà toutes depuis qui pouvaient résider là, soit elles se sont sauvées, celles qui ont été, je dirais, elles ont été interpellées et éloignées. Donc cette maman, a priori, est en situation régulière. C'est ça, avec un titre de séjour. Oui. Alors maintenant, il faut voir quels étaient ses enfants, puisqu'on a vu une famille où il y avait 12 enfants présents, il y avait un représentant de l'enfance qui était présent avec nous. Oui. Voilà, c'est pas forcément les 12 siens. Je pense, oui, je pense que c'est pas... voilà, ça c'est une situation... Mais qu'est-ce qu'on fait alors dans ces cas-là? Parce que c'est fréquent. En réalité, il y a une mère qui... Et à votre place, il y a quelque temps, un des responsables associatifs de Msapéré décrivait exactement la même situation que vous. Il y a une mère seule, dépassée par les événements, qui a eu 4, 5, 6 enfants, et puis qui en élève d'autres qui ne sont pas elle, et on ne sait pas bien localiser les référents adultes de ces enfants-là. Qu'est-ce qu'on fait, Étienne Aka? Alors, il y a des enquêtes qui sont réalisées et quand ce ne sont pas les enfants du requérant, ces familles sont confiées à des familles d'accueil. L'ASE est présente aussi et elle a un rôle très important sur la répartition des enfants qui n'appartiennent pas aux usagers qui sont enquêtés. Voilà, ça c'est un rôle bien défini. Là, cette famille a refusé un hébergement parce qu'elle s'est débrouillée auprès de familles ou d'amis d'être hébergée en dehors de l'habituel banga, puisque son banga a été détruit. Voilà, donc elle a le droit de refuser l'hébergement qu'on leur propose. Bien sûr. Ce n'est pas une obligation. Nous, on propose un hébergement gratuit. Et si la personne refuse, on ne peut pas l'obliger à accepter parce qu'elle a trouvé une solution. On est allé plusieurs fois la voir pour qu'elle aille en permanence pour lui proposer des solutions. Mais la solution qu'elle a trouvée, c'est de reconstruire une autre case en tôle ou de louer dans des conditions incroyables une autre case en tôle pour déplacer ses modestes affaires et poursuivre sa vie. Ce ne sera plus à Niambani, mais ce sera à quelques encablures. Là, sur le cas précis, on avait des appartements à Moutsamoudou. Moutsamoudou, c'est pas très loin, c'est pas très loin de Non, c'est pas très loin. C'est des appartements qui sont neufs, qui sont abordables, c'est-à-dire ils sont équipés de mobilier gratuit. Il n'y a pas de loyer, c'est des logements gratuits d'urgence. C'est d'urgence pendant 21 jours. Mais Monsieur Aka, comment on peut... Parce que on comprend bien la nécessité technique, je dirais, de procéder à ces décasages. C'est des constructions sans droit ni titre, qui donnent des conditions de vie indécentes aux personnes qui les hébergent. Et puis par ailleurs, vous l'avez vous-même souligné tout à l'heure, de temps à autre, les maisons, enfin les habitations, sont construites dans des zones à risque naturel. Donc techniquement, on comprend. On comprend, oui. Mais de l'autre côté, il y a quand même des êtres humains, et j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas de solution pour ces gens. Ils sont dans une... Qu'est-ce qu'on peut faire pour durablement les aider? Et d'autres pourraient dire, mais doit-on le faire d'ailleurs? Oui, après c'est un autre débat, mais aujourd'hui on a ces gens-là qui sont présents avec des enfants. Donc, qui sont nés certains ici. Ce sont des familles difficiles à appréhender pour nos travailleurs sociaux, parce qu'en fait c'est nos travailleurs sociaux comme nos enquêtrices sociales, je les remercie pour leur solidarité et leur travail de qualité qu'elles font sur le terrain. C'est des gens comme vous et moi, c'est des gens qui ont... des salariés, oui. Des salariés qui ont un cœur, c'est-à-dire qu'ils sont assujettis à des règles de fonctionnement, mais ils sont assujettis à des enfants. Quand on les voit, il y a des réactions, etc. Alors, nous, on a
un projet, en plus parce que nous on a l'ACFAV, vous me posiez la question, ce que fait l'ACFAV, il y a une mission d'accueil des victimes, vous connaissez le 55-55, d'accès aux droits. Oui. Vous avez l'EVARS, l'espace de vie affective, relationnelle et sexuelle. Vous avez un service logement d'urgence et de stabilisation, et le logement et le service d'enquête sociale avec le service AVDL qui poursuit le logement, c'est-à-dire qu'on va héberger les gens, mais on va poursuivre au-delà, vers d'autres projets de coordination. Et là, on a un projet sur l'ACFAV, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste héberger les gens, c'est-à-dire que c'est bien d'héberger les gens, mais il faut une issue positive pour ces gens-là qui sont en situation régulière ou irrégulière. Hein, c'est pareil. Et en situation irrégulière, c'est le raccompagnement aux Comores, enfin, ou en tout cas dans les pays d'origine. Non, parce que si elles ont un titre de séjour, qu'elles puissent rester sur Mayotte, il faut prévoir l'après-logement. Mais si elles ont un titre de séjour, elles ne sont pas en situation irrégulière. Oui, mais la composition familiale est différente. Elle est différente parce qu'ils ne sont pas tout seuls, il y a des enfants, il y a aussi des enfants qui ne sont pas à eux, il y a des habitants qui sont avec eux, il y a des frères ou sœurs qui sont là, qu'on découvre le jour de l'opération. Voilà, c'est un peu compliqué de dire. Voilà. Et ces gens-là, ce projet, au-delà du logement, on veut aller vers une issue positive, c'est-à-dire insertion, formation, pour aller vers des débouchés positifs de ces gens-là, pour aller vers des emplois dont on a besoin sur l'île de Mayotte. Je pense au niveau logement, au niveau de l'hébergement. On a un projet qui peut satisfaire pas mal de situations de personnes irrégulières. Donc c'est un projet qu'on va soumettre à nos autorités. Bien sûr. On va tester sur la fin de l'année et 2023, mais on y croit parce qu'on a affaire à ces gens-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une association avec qui on est partenaire, Tifa Kiazi, qui fait de l'insertion professionnelle. Qui fait de l'insertion. Et qui vient d'être certifié ISO 9001 d'ailleurs. C'est ça, et on a écouté 10 personnes hébergées qui étaient en situation irrégulière, donc elles 10 personnes hébergées en situation irrégulière. Irrégulière, c'est en hébergement d'urgence. Mais en fait, il faut trouver une solution, comme vous disiez tout à l'heure. En fait, une fois que... Parce que les autorités de l'État disent que dans les opérations de décasage, les personnes qui sont en situation irrégulière ne sont pas prises en charge par l'État. Ils sont raccompagnés à la frontière. Voilà, il y a ceux qui sont raccompagnés à la frontière, mais il y a ceux qui arrivent, qui sont en attente de titre de séjour, et ceux-là, ils sont pris en compte. Et là, il faut trouver une issue positive de formation, d'insertion et de réinsertion vers des débouchés positifs. Là, et ces gens-là, ils sont dans une situation un petit peu délicate, puisqu'on va vers la sortie du logement, ils n'ont pas de solution. Et pour ces gens-là, il faut qu'on trouve une solution, et on va tester sur 2021, parce qu'il faut trouver une solution, parce que sinon... comme vous disiez tout à l'heure, c'est un peu difficile pour ces familles. J'ai une dernière question. Le job d'un travailleur social, effectivement, c'est de prendre en charge des situations qui sont en grande souffrance, mais la satisfaction professionnelle, comme pour tout un chacun, c'est de pouvoir réussir à faire des choses. Est-ce que vos travailleurs sociaux, aujourd'hui, sont dans cette situation? Est-ce que c'est pas tellement difficile d'être tous les jours confrontés à des situations insolubles et à des familles qui sont dans une telle précarité qu'avec l'expérience et avec la connaissance des dispositifs en place, on sait qu'on ne peut rien faire? Alors, je dirais pas, enfin, je suis d'accord avec vous, c'est des situations très difficiles que travailleurs et nos enquêtrices sociales et nos travailleurs sociaux. Quand il s'agit de dire à une famille, eh ben, écoutez, c'est votre date de sortie du logement et que vous avez le gamin qui est en pleurs, parce qu'en fait, on n'a pas tout fait comme il fallait, c'est-à-dire qu'il fallait éviter cette situation, mais on arrive à cette situation-là de sortie. On n'a pas le choix pour permettre à d'autres qui comptent sur ce logement de venir sur ce logement. Voilà. Donc ça, c'est très difficile. Et ce qui est le plus difficile aussi, c'est quand nos travailleurs sociaux font leurs enquêtes sociales pour réaliser un hébergement gratuit, sont menacés sur site, parce qu'en fait, ce ne sont pas des policiers. Il faut non, ce sont des hommes et des femmes, souvent des femmes d'ailleurs. Ce sont des salariés qui sont au service des usagers.
enfin, on propose une aide pour proposer un relogement. Voilà, donc c'est le rôle. Mais il faut que chacun assume son rôle. L'État assume son rôle. Les communes assument leur rôle. Je pense au maire de Bandrélé qui a assumé son rôle dans le cas des dégazages. Et nous, on fait... votre part du travail. Voilà. C'est déjà la fin de ce temps de parole, Étienne Aka. Le temps passe très vite. J'avais encore des tonnes de questions à vous poser. J'espère que vous reviendrez. Je reviendrai avec plaisir parce que j'ai des tas de choses à dire. Et je pense que c'est intéressant de se mettre d'accord sur un avenir. J'espère, c'est pas facile. Mais je rends... enfin, tout ce travail se fait dans une collaboration avec tous les partenaires et tous les services concernés de l'État et tous les partenaires locaux qui sont en existence. On n'est pas concurrents, on travaille en partenariat. Après, juste une petite chose, à chaque opération, on fait un débriefing, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a amélioré. C'est ça qu'on fait à chaque fois. C'est la fin de ce temps de parole. On se dit à très vite. À très vite. Merci à vous. Tout de suite, la suite de nos programmes.